Merci Daniel Maximin pour cette très belle intervention et merci au CCA pour ce très chaleureux accueil. J'ai passé une journée absolument formidable en votre compagnie, donc merci. Alors ce soir, je vais vous parler de l'œuvre dramatique d'Ina Césaire. Mon approche est celle d'une chercheuse mais aussi d'une professionnelle de théâtre. Et dans mes recherches, je m'intéresse tout particulièrement aux arts vivants, aux questions de genre et aux arts postcoloniaux. Les œuvres et théories caribéennes m'intéressent tout particulièrement puisqu'elles offrent une perspective plurielle, alternative, créolisée du monde qui remet en question le cloisonnement entre disciplines, cultures et peuples. Et l'originalité de la production artistique des Caraïbes est complexe, foisonnante, née du métissage de plusieurs cultures, de l'addition, comme nous a parlé Daniel Maximin, de plusieurs continents. Voilà, donc c'est ça qui fait toute la beauté de cette production artistique. Et l'étude du théâtre au sein de cette culture permet de comprendre ce tissu socioculturel complexe qu'on trouve aux Antilles. Les praticiennes et praticiens du théâtre antillais s'inspirent des arts vivants locaux développés à partir de la danse, des chants et des contes africains, ainsi que du canon théâtral européen. Leurs pièces ont marqué la dramaturgie française et francophone contemporaine et ont aussi contribué à la création de formes théâtrales postcoloniales. Tous les écrivains phares de la région, tels Aimé Césaire, France Fanon ou encore Maryse Condé, se sont essayés à l'écriture dramatique. C'est dire l'importance de ce genre pour ces écrivains. Pourtant, la plupart des études sur les littératures antillaises se sont longtemps axées sur la fiction, la poésie et l'essai d'auteurs en grande majorité masculins. Toutefois, ces 30 dernières années, des universitaires d'Amérique du Nord, des Caraïbes et de France sont parvenus à établir un corpus impressionnant de travaux sur les écrits de femmes antillaises. Les plus anciens de ces textes datent du début du XXe siècle, époque où une poignée de femmes ont été les premières à écrire sur les relations raciales, les questions de genre et la politique coloniale. Mes propres recherches se sont focalisées sur les œuvres théâtrales d'autrices des années 1980 aux années 2010, de Martinique et de Guadeloupe, dont Ina Césaire. Les principales motivations de cette recherche étaient le désir de rétablir l'équilibre entre les sexes dans les études sur la littérature caribéenne et aussi de contribuer aux travaux sur l'écriture des dramaturges antillaises. La question du genre, le poids du passé colonial et esclavagiste dans les contextes caribéens, les thématiques sociales et l'articulation d'une écriture théâtrale innovante sont des préoccupations qui traversent les œuvres d'autrices telles Maryse Condé, Gerty Dambry, Ina Césaire, Michel Césaire ou encore Simone Schwarzbach, pour en citer que quelques-unes. Comprenant 24 pièces, 17 publiées, 2 traduites et 7 mises en scène, le théâtre d'Ina Césaire est un excellent point de départ pour tous ceux et celles qui souhaitent s'initier au théâtre de femmes antillaises, voire au théâtre antillais plus globalement. Ce qui fait la force et la qualité de l'œuvre dramatique d'Ina Césaire est son ampleur et aussi sa variété stylistique et thématique. Ces pièces cherchent à la fois à conserver l'oralité créole et à transmettre la mémoire de la région, ainsi qu'à mettre en scène les réalités sociopolitiques, le passé et la mémoire collective marginalisées par l'histoire officielle et coloniale. Un recueil publié en 2011, édité par Christiane Macquart, on a 2 copies ici, rassemble 15 pièces d'Ina Césaire. Et ça donne une idée de la densité et de la variété de son œuvre. Ces pièces sont réparties en 4 sections dédiées à des thématiques spécifiques. On a d'abord Écho du volcan, 4 pièces sur l'éruption de la montagne Pelée de 1902, un événement marquant de l'histoire de la Martinique. Ensuite, Chronique insulaire, qui rassemble des pièces historiques abordant différents pans de l'histoire caribéenne.
La troisième partie est intitulée Gens d'ici, et ces pièces se penchent sur des personnages ordinaires dans une diversité de genres, allant du monologue au huis clos et au théâtre de rue. Enfin, la dernière partie, Zone d'ombre, met en scène les non-dits de la société contemporaine antillaise, les violences sexuelles et conjugales, les discriminations sociales et raciales et les préjugés de classe. Mais ce soir, plutôt que vous parler de chacune des pièces, ça risque de prendre du temps, je vais vous parler de deux œuvres en particulier, Mémoire d'île et Rosalie Soleil, afin d'illustrer les différents points d'analyse que je vais aborder. Ce sont les pièces les plus connues d'Ina Césaire, qui ont été traduites en plusieurs langues et produites aux Antilles, en France et aux États-Unis. Mémoire d'île, Maman N, Maman F, vous avez une version là, est une des premières pièces d'Ina Césaire. Elle fut mise en scène pour la première fois en 1983 au théâtre de Bagneux. Elle fut aussi mise en scène aux États-Unis dans une version anglaise, et elle parut aussi dans la version anglaise dans un recueil de traduction de pièces francophones. Publiée en français en 1985, une deuxième version figure dans l'anthologie de Macquart. Celle-ci. La pièce demeure l'une des plus connues d'Ina Césaire et est souvent mise à l'honneur dans des lectures aux Antilles et dans l'Hexagone. La plus récente lecture remonte à 2022 et a eu lieu à la scène nationale Tropicatrium à Fort-de-France. La pièce s'inspire de la vie de ses deux grands-mères et des témoignages de personnes âgées récoltés lors de ses recherches en Martinique. Mémoire d'île est un dialogue entre deux femmes âgées, Or et Hermance, qui retracent l'histoire locale de la Martinique, l'île de Mémoire d'île, et à travers des souvenirs et des récits de vie s'étendant sur plusieurs décennies. La deuxième pièce, Rosalie Soleil, est la première pièce historique d'Ina Césaire et date de 1992. Elle fut jouée en Martinique et à New York en 1992 et en 1993, et elle fut aussi mise en lecture en 2016 dans le cadre du festival Canoa à Vitry-sur-Seine. Elle fut publiée d'abord en anglais dans une anthologie américaine, et on peut aussi la trouver dans l'anthologie de Macquart, dont l'intitulé la met à l'honneur, puisque l'intitulé est Rosalie Soleil et autres textes dramatiques. Cette pièce raconte les vies de femmes engagées dans l'insurrection de 1870 du sud de la Martinique. Donc, ce fut un des premiers soulèvements populaires après l'abolition de l'esclavage sur l'île, dans lequel les femmes jouèrent un rôle de premier plan. Rosalie Soleil est un personnage qui a réellement existé, et elle paraît dans d'autres œuvres dramatiques, par exemple Lumina Sophie dite Surprise de Suzanne Dracius de 1996, et aussi Rosalie Soleil de Raphaël Confiant qui date de 1999. La pièce d'Ina Césaire met en scène le personnage éponyme en compagnie de personnages fictifs. Sa sœur jumelle Einazor, donc l'inverse de Rosalie, leur mère Madame Soleil et leur voisine Fumée. Ces quatre femmes sont représentées comme vaquant à leurs occupations quotidiennes en marge de l'insurrection de 1870. Néanmoins, chacune est impliquée d'une manière ou d'une autre dans les événements qui se déroulent hors de leur domicile, mais ce de manière dissimulée, afin de protéger leurs compagnes. Par le biais de ces deux pièces, je vais vous présenter différents aspects de l'écriture dramatique d'Ina Césaire. Nous commencerons par discuter du conte et de l'usage qu'en fait l'écrivaine au théâtre. Ensuite, nous verrons en quoi les œuvres cherchent à établir une polyphonie de perspectives et de récits afin de commémorer et réhabiliter les vies et l'histoire de personnages issus de l'histoire et de la société antillaise, notamment les personnages féminins. Et nous verrons enfin la place accordée à la représentation des femmes antillaises dans son œuvre. D'abord, commençons par le conte, qui fut mis à l'honneur hier. La formation d'ethnologue d'Ina Césaire et son travail sur l'oralité dans les Caraïbes et en Afrique de l'Ouest ont profondément influencé ses écrits dramatiques. Le conte occupe une place centrale dans son œuvre dramatique, mais aussi littéraire, parce qu'elle a aussi écrit un roman, Sans son tête carrée, qui est là.
Le théâtre se prête facilement aux techniques performatives du conte antillais, comme ceux qui étaient au spectacle hier soir ont pu le constater. En effet, aux Antilles, le conteur est à la fois narrateur, metteur en scène et comédien, qui échange avec le public par le biais de codes linguistiques et visuels spécifiques. Dans les deux anthologies de contes issues de recherches de terrain dans les campagnes martiniquaises qu'Inès Césaire, en collaboration avec Joël Laurent, publie dans les années 70, l'aspect théâtral des contes retranscrit et mis en avant par le biais de didascalies qui soulignent diverses techniques comme des adresses au public ou l'emploi d'un geste en particulier. On peut noter dans le parcours d'écrivaine de théâtre d'Inès Césaire une évolution qui commence par l'adaptation ou retranscription pour la scène de contes existants pour aboutir à la composition de pièces originales s'inspirant de ressorts et techniques du conte. Sa première pièce, L'Enfant des Passages ou La Geste de Tijan, de 1987, est une adaptation théâtrale des aventures du personnage type Tijan ou Tijan l'Horizon. Par la suite, on retrouve les ressorts dramatiques du conte dans plusieurs de ses pièces. Et enfin, une de ses dernières pièces, Le Garçon Sauvage, de 2006, aussi dans l'anthologie de Magloire, est une transposition contemporaine d'un conte inspiré d'une légende commune à plusieurs îles caribéennes. On retrouve dans les écrits dramatiques d'Inès Césaire également le pouvoir du conte à lier l'artiste sur scène à son public. Cette relation entre auteur et public est particulièrement importante pour Césaire, qui explique que c'est pas seulement l'auteur qui fait, c'est aussi le lecteur ou l'auditeur, ou comme on dit en Martinique, le répondeur. Un autre aspect important du conte antillais, mis en exergue dans de nombreuses pièces de Césaire, est son usage comme outil de critique sociale, permettant aux conteurs de raconter les luttes de ses semblables ou bien celles de leurs ancêtres pendant les périodes esclavagistes et coloniales. Ce sont ces critères dramatiques et sociologiques qui figurent au premier plan dans Rosalie Soleil. La pièce comprend une séquence où sont relatés, sous forme de conte, des événements ayant mené à l'insurrection. Les codes et techniques du conte, voire la gestuelle du conteur, servent à commenter et critiquer les événements. Cette féminisation de la voix narrative du conteur dans Rosalie Soleil permet aux femmes qui ont pris part à l'insurrection et plus généralement à la société et à l'histoire entière de participer directement à cette forme artistique de critique sociale. Donc dans cette séquence contée, qui a lieu au dernier moment de la pièce où les personnages sont présentés dans une atmosphère conviviale avant que l'insurrection ne franchisse entièrement le seuil de leur demeure. C'est Fumée, voisine Fumée, la conteuse qui raconte le conte, mais elle partage la narration avec ses trois compagnes, ses répondeuses, en accord avec ce genre participatif et collaboratif. Le conte évoque l'un des conflits qui ont déclenché l'insurrection, opposant le travailleur Lubin et ses nommé Limbré à Auger de Maintenon, un fonctionnaire blanc. Et les éléments de la tradition du conte utilisés dans cette scène comprennent des onomatopées comme le son du galop d'un cheval, placatac, placatac, ou d'une cravache, wap. Fumée utilise également des expressions pour plaider la véracité de l'histoire, telles que c'est toute vérité, mon petit cœur, et mes chers, vous connaissez tout le verdict. Un autre grand classique du conte que l'on retrouve dans l'histoire de Fumée est le commentaire du conteur sur le conte, généralement formulé en aparté, mais émis ici par les trois autres femmes et non par Fumée elle-même. Césaire démocratise donc plus encore le conte en divisant la voix narrative entre ces quatre femmes. En renversant la notion d'une voix unique du narrateur, la polyphonie au sein de Rosalie Soleil fragilise également le concept d'une conception unique et unifiée de l'histoire. Ainsi donc, la polyphonie, la multiplicité de voix, est un aspect important du théâtre d'Inès Césaire. Ceci permet de mettre en valeur de multiples personnages et récits personnels. Cette multiplicité souligne la diversité des personnages, mais aussi des caractères et des expériences dans la société antillaise, notamment parmi les femmes, trop souvent mises à l'écart dans les récits officiels, dans l'écriture de l'histoire. Dans Rosalie Soleil, chacune des femmes participe à cette polyphonie
par le biais de son caractère, sa gestuelle et son langage propre. On a d'abord Rosalie Soleil, qui est le personnage historique éponyme, et qui était censé avoir participé à l'assassinat d'un gérant de plantation et qui figure dans plusieurs procès-verbaux accusés de divers autres crimes, incendie criminel, empoisonnement et pillage. Elle fut condamnée à 5 ans de prison. Donc même avant qu'Ina Césaire ne l'inscrive dans sa pièce, elle était considérée comme une figure de subversion martiniquaise. Et dans sa pièce, Ina Césaire la dote d'une personnalité intrépide et fougueuse. Je cite la description donnée par Ina Césaire, « extravertie, rieuse image de la vie et du feu purificateur et dévastateur ». Lorsqu'elle est interrogée par sa sœur, Einazor, Rosalie, désignée comme principale instigatrice du meurtre du gérant de plantation, ne nie pas son implication. Elle est la porte-parole de l'insurrection qui appelle à la destruction de l'ancienne société des plantations et à une révolution qui mènera à un monde nouveau et plus juste. Elle s'exprime de manière franche et irrévérencieuse, souvent critiquée par sa mère et sa sœur. Son ton est qualifié de riant, d'implacable, son attitude d'épanouie, d'agacée, menaçante, ironique. Sa personnalité violente et passionnée contraste et se confond avec celle de ses 3 compagnes. Le discours de la mère des jumelles, Madame Soleil, est rempli de proverbes créoles et français. Elle se sert de ces dictons pour faire taire ou mieux mettre en garde les autres, pour protéger ses filles quand elles ont besoin d'un avertissement, pour changer le sujet de la conversation quand celle-ci semble trop compromettante. Comme par exemple, elle dit à un moment « Arrête-toi, ma fille, arrête-la même, pas un pas de plus, le chemin devient trop escarpé ». Ces proverbes sont également en résonance, une résonance politique, lorsqu'ils décrivent la situation de son pays au début de la pièce. Je cite, « Dans un pays qui connaît la faim, on ne laisse refroidir ni le boire ni le manger. Diable et bon Dieu, que le ciel me pardonne. » Elle se signe rapidement autour de ce pays affamé. La pertinence de ces dictons par rapport aux événements politiques montre à quel point les expressions familières sont liées aux circonstances sociopolitiques. Les paroles de Madame Soleil sont le fondement d'une expérience collective et préservent la quotidienneté qui est en passe d'être bouleversée par l'insurrection. Voisine fumée est décrite par Ina Césaire comme une folle, fausse ou réelle, traversée de pulsions de fuite et de bouleversement, cherchant à s'abstraire du monde réel qu'elle juge dénué de grandeur. Son langage coloré et sa vision imagée illustrent le pouvoir des mots et de l'imagination comme instrument de critique face aux injustices et tensions sociales. Ces divagations de folle, fausse ou réelle laissent transparaître des allusions à la situation sociopolitique tendue qui a déclenché l'insurrection. Par exemple, elle s'écrie « Lequel est le plus fou, celui qui écrase l'homme ou l'homme qui se laisse écraser ?» Ou encore, elle qualifie la Martinique de « notre île folle » et d'île isolée autour de son volcan en sommeil illusoire. Au cours de la pièce, où elle apprend à se fier à ses 3 compagnes lorsque leur implication dans l'insurrection devient apparente, le discours de Voisine fumée passe d'une vision en apparence délirante du monde et de ses injustices à une articulation plus sobre des événements, des contextes et des processus du passé. Fumée incarne la manière dont les Martiniquais acceptent le passé troublé, traumatisant et non écrit de leur île folle, en reconnaissant et en célébrant ce passé, créant ainsi une nouvelle histoire et par là même améliorant le présent et l'avenir. Enfin, la 4e voix de cette polyphonie, Einazor, la sœur de Rosalie, s'exprime dans un langage métaphorique, transmettant ses opinions à travers des proverbes et chansons, tout comme sa mère. C'est un personnage inventé qui offre un contrepoint au personnage historique de Rosalie. Face complémentaire du doublon des jumelles, Einazor est nommée la regardante, par opposition à Rosalie, la parleuse. Elle fait preuve de calme, d'assurance et de sagesse dans ses interactions avec ses compagnes. Les didascalies la qualifient de son ton de voix et l'expression de son visage de mesuré, calme, ironique, conciliant, pour illustrer sa personnalité timide et conciliatoire. Plus réfléchie que sa sœur, Eisanor estime que les changements sociaux et politiques que cette dernière appelle de ses vœux commencent par l'éducation. Tout est à reconstruire, Rosa, dit-elle, et d'abord dans nos têtes. La discrétion et la nature conciliante d'Einazor jouent un rôle déterminant dans les efforts qu'elle et sa sœur déploient pour protéger leurs consoeurs.
Loin d'être passive, Einazer participe aux événements de l'insurrection avec sa sœur. L'insurrection lui a d'ailleurs permis de recouvrer sa voix enfouie dans la mangrove et de ma vie d'avant ce temps. Cette voix retrouvée peut être vue comme symbole des voix recouvrées par les femmes impliquées dans l'insurrection. Une telle polyphonie, comme celle que l'on retrouve dans Rosalie Soleil, est nécessaire à la pleine compréhension du contexte et de la communauté d'où est issue Rosalie Soleil. Avant la publication, au fin du XXe siècle, au début du XXIe siècle, d'une petite série de travaux sur les femmes engagées dans l'insurrection et les représentations dans les pièces d'Inès Césaire ou encore de Suzanne Dracius, Rosalie Soleil n'était qu'un nom sur la liste de 3 femmes poursuivies pour meurtre. Dans la pièce, Rosalie dispose de voix multiples pour narrer son récit, transmis grâce à la singularité et la multiplicité du langage et de l'imaginaire martiniquais. Cette polyphonie donne plus de substance à une figure féminine historique sous-représentée et par là même donne la parole à d'autres femmes qui ont aussi vécu l'insurrection. Ainsi, Inès Césaire, de par sa vision multiple, polyphonique du passé et du présent antillais, redonne voix aux différentes communautés. Du point de vue de la représentation des femmes, notamment les femmes de couleur issues de milieux populaires, elle remet en question les stéréotypes en les montrant dans leur diversité physique, caractérielle et linguistique. À travers ces personnages féminins, Inès Césaire aborde les thématiques de la place des femmes dans les récits historiques, des stéréotypes autour des femmes antillaises et procède également à une réflexion sur l'espace physique qu'occupent les femmes dans les sociétés contemporaines. Et je vais aborder ces points à présent dans cette dernière partie. Dans les œuvres historiques antillaises des années 60 et 70, l'accent mis sur le rôle des personnages historiques masculins a eu tendance à éclipser la contribution des figures historiques féminines. Au cours des dernières décennies, cependant, l'étude de l'implication des femmes dans les histoires locales, des luttes contre l'esclavage et la colonisation a gagné en importance et à partir des années 90, les auteurs dramatiques rendent plus souvent hommage aux personnages historiques féminins, comme les pièces de Césaire, de Dracius, de Confiant, et plus récemment aussi une pièce d'un auteur haïtien, Jean d'Amérique, Opéra Poussière, à propos d'une héroïne de la Révolution haïtienne. Le théâtre historique permet non seulement une expression orale de récits alternatifs et de contre-récits aux histoires officielles occidentales dominantes, mais ressuscite également les locuteurs de ces histoires. Les œuvres de Césaire sont particulièrement importantes dans la mesure où elles racontent la vie de femmes impliquées dans les événements historiques et leur donnent plus de poids que les quelques archives et opuscules historiques occasionnels. En ressuscitant ces femmes, Césaire leur attribue surtout une personnalité, une individualité et un statut de sujet, ce qui est particulièrement important dans le contexte de la Martinique post-émancipation après des siècles de déshumanisation et de désindividuation due à l'esclavage et la domination coloniale. Le manque d'informations sur les femmes individuelles qui prirent part à divers événements historiques est utilisé ici comme prétexte à l'invention afin de créer de nouveaux personnages complexes. La forme dramatique, également le fait de donner corps à un personnage historique, a un impact aussi sur les comédiennes qui les jouent. Il s'agit d'une forme de commémoration et aussi d'un regain de confiance en soi, se sachant héritière d'une communauté de femmes dignes, libres, féroces, qui ont contribué à former la Martinique contemporaine. Cette commémoration se fait souvent par le biais de formes d'art vivant comme la danse, le conte, le chant, formes issues du passé antillais et transmises entre les générations. On trouve un bon exemple de ce partage intergénérationnel dans les anecdotes autour de la première mise en scène de Mémoire d'île. En effet, les deux comédiennes, ayant du mal à s'insérer dans leur rôle de vieilles femmes, Césaire leur suggéra d'accéder au personnage par le biais d'une danse de carnaval, donc la danse du visé du carnaval antillais. Et dans cette séquence, conservée dans les versions postérieures publiées de la pièce, les deux comédiennes endossent le rôle de diablesse, personnage de carnaval, mais aussi de la mythologie antillaise, et ensuite assument leur rôle de vieille dame pour le reste de la pièce. Incarner des personnages plus âgés
constitue un moyen pour des jeunes comédiennes de faire le lien avec leurs aïeuls à la fois sur le plan physique et imaginaire. Et à travers cette séquence de danse de carnaval, ces comédiennes purent aussi découvrir la jeunesse interne des vieilles femmes antillaises, comme le décrit Césaire, qui ont une fraîcheur d'esprit, une verdeur d'âme extraordinaire. Dans les pièces d'Ina Césaire également, il s'agit de présenter des personnages complexes vivants qui défient les préjugés. La plupart des œuvres de dramaturges antillaises cherchent à remettre en question les stéréotypes autour du genre, autour des femmes, séquelles du passé colonial et esclavagiste. Une de ces figures est celle de la grand-mère de la mère célibataire du Potomitan. Elle occupe une place privilégiée non seulement au théâtre, mais dans toute la littérature caribéenne. C'est une figure d'autorité, détentrice de mémoire et témoin des évolutions et des bouleversements de sa communauté. Perçue comme symbole d'une matrifocalité idéalisée dans les imaginaires antillais, c'est un personnage complexe que de nombreuses écrivaines et sociologues antillaises remettent en question. Néanmoins, parce que cette figure, parfois, a tendance à renforcer une construction sociale des genres réductrice, celle de la mère, dévouée en contraste avec une disqualification des pères. Sans pour autant nier le rôle central des Potomitans dans l'imaginaire et la société antillaise, Ina Césaire crée des personnages multidimensionnels. Dans Mémoire d'île, par exemple, les personnages d'Or et Hermance, les deux grands-mères, sont plus que des femmes âgées ou des mères dévouées. Ce sont aussi des filles, ce sont aussi des éducatrices, ce sont des femmes débrouillardes, ce sont des amantes. Elles ont vécu plusieurs vies et ne peuvent se réduire à un seul stéréotype. De plus, le personnage de la vieille femme, pas uniquement dans le théâtre antillais, possède un côté subversif, personnage marginal, gênant, ne correspondant pas aux plus hauts idéaux et stéréotypes sexistes auxquels font face des femmes plus jeunes. Elle peut servir à la fois de modèle et de contre-exemple, être conservatrice ou contestataire. Et c'est cet aspect subversif que l'on retrouve dans de nombreuses pièces d'Ina Césaire. Les travaux de sociologues soulignent également que la construction réductrice de rôles genrés dans les sociétés antillaises a mené à l'opposition entre deux figures féminines, celle du Potomitan, que je viens de décrire, et celle de la séductrice. L'image de la séductrice remonte aux périodes coloniales et esclavagistes, et d'après l'universitaire Jacqueline Couty, la tendance de la tradition occidentale à considérer les femmes noires comme des prostituées ou de vils objets de désir. Dans la période suivant l'abolition de l'esclavage, cet imaginaire s'ajoute à la peur d'une émasculation ni du traumatisme de l'oppression de l'homme noir colonisé par l'homme blanc colonisateur, les deux se disputant la femme colonisée qui, elle-même, est souvent représentée comme trahissant le colonisé au profit du colonisateur. Ceci explique en partie la genèse du stéréotype de la femme séductrice et traître, un vil objet de désir pour le colonisateur blanc et une traîtresse envoûtante pour le colonisé noir. Ces stéréotypes ont des répercussions sur les normes sociales et genrées au sein des sociétés antillaises actuelles. Et Ina Césaire explore ce stéréotype dans plusieurs de ses pièces, mais dans deux en particulier, elle les explore à travers le personnage de la diablesse, dont j'ai déjà parlé, le personnage de la mythologie caribéenne, que l'on retrouve dans différents contextes insulaires. On la retrouve à Trinidad, au Tobago, on la retrouve en Jamaïque, puis en Martinique et en Guadeloupe. Et il s'agit, pour ceux qui ne la connaissent pas, d'une créature féminine diabolique se vengeant contre les séducteurs en les ensorcelant pour les mener à une mort brutale. Dans une autre pièce inédite dans l'anthologie de Macquart, La diablesse du Morne Rouge, Césaire met en scène la manifestation de la part dite diabolique de la femme qui, dans la préface qu'écrit l'écrivaine à cette pièce, représente toutes les angoisses et tous les poncifs liés à la fémininité et traduit la séculaire angoisse masculine confrontée à la soi-disant maléfique puissance de la femme. La pièce, La diablesse du Morne Rouge, raconte l'enlèvement d'un jeune homme séduit par une diablesse qui le mène à une mort certaine sur les pentes de la montagne Pelée. Et elle fait partie de la section Écho du volcan qui réunit les pièces qui parlent de l'éruption de 1902. Et cette pièce, La diablesse du Morne Rouge, met en parallèle deux figures emblématiques de l'imaginaire antillais, le volcan,
et la séductrice diablesse, créant un amalgame intéressant de ces deux entités révélateur des obsessions et traumatismes des populations contemporaines. La diablesse est aussi un personnage du carnaval antillais qui figure dans le prologue de Mémoire d'île dont j'ai déjà parlé. Et dans la pièce, dans ce prologue, la danse des diablesses de carnaval vient troubler la construction des personnages de vieilles femmes. En effet, puisque ce sont les mêmes comédiennes qui jouent les deux rôles de diablesse et de grand-mère, ceci remet en question l'unicité de la figure du potomitan. Et je trouve cette citation de Pascal de Souza qui a écrit sur ce prologue particulièrement pertinente. Derrière les apparences se cache toujours une diablesse. Toutefois, les diablesses que l'on voit dans cette pièce ne sont pas dangereuses, elles sont subversives, espiègles et assez comiques. Mais elles sont là. Dans une autre pièce qui se déroule dans un cadre contemporain, Césaire remet en question les a priori sur la respectabilité féminine. Donc cette pièce intitulée La poupée chantilly, aussi dans l'anthologie de Macquart, raconte l'histoire d'une mère célibataire Edwige qui est contrainte de se prostituer pour financer les études de sa fille, qui ignore tout de la profession de sa mère, la croyant femme de ménage. Chaque fois que Edwige passe d'une sphère sociale à l'autre, de la sphère publique à la sphère familiale, elle transitionne entre ces deux personnages distincts, la prostituée et la femme de ménage. Dans le bar où elle travaille comme prostituée, Edwige s'habille de manière provocante, maquillée, portant des talons aiguilles, et dans son foyer, auprès de sa fille, elle arbore une blouse d'intérieur et aucun maquillage. On a donc affaire ici à deux pans de l'identité du personnage qui se contredisent. D'un côté, une femme respectable, et de l'autre, une femme facile, marginalisée. Et donc on voit que selon l'espace public ou privé qu'occupe le personnage féminin, la perception de son identité varie selon les codes et préjugés sociaux. Et ceci me ramène à mon dernier point. L'occupation genrée de l'espace est donc un sujet important au théâtre, puisque, de manière générale, mais aussi dans le théâtre d'Ina Césaire, puisqu'au théâtre, la manière dont l'espace scénique est agencé peut être révélateur de différences symboliques sociales, politiques et historiques. Et pour revenir à Rosalie Soleil, même si la pièce se déroule dans un lieu historique emblématique, l'action se situe en marge des lieux où ont lieu les événements de l'insurrection, donc dans la maison de Rosalie et de sa famille. Les coulisses de l'événement historique sont placées au cœur de l'action sur scène. Ce faisant, Césaire dévoile un espace alternatif où une perspective différente des événements est mise en valeur. Un espace où des voix en marge des histoires officielles ont la possibilité de s'exprimer. Ainsi, les femmes continuent à s'affairer à leurs tâches ménagères en commémorant et en discutant de leur vie, de leur travail et de l'histoire de leur famille. Ina Césaire impose une quotidienneté qui prépare à la vie après l'insurrection dans cet espace. Et donc, cet espace est un espace périphérique, intérieur, domestique, féminin, un espace alternatif libérateur, où l'histoire est remise en question et rectifiée, et où le quotidien rivalise avec l'événement historique que constitue l'insurrection. Et la pièce témoigne donc d'une histoire féminine qui mérite également d'être reconnue et mise en scène comme constitutive de l'histoire de la région. Et enfin, dans Mémoire d'île, Ina Césaire interroge la division genrée de l'espace et des lieux d'une autre manière. Les deux grand-mères sont assises à l'extérieur d'une salle de fête où a lieu la réception d'un mariage, et de fait sont symboliquement assises en marge de la société. Et comme dans Rosalie Soleil, cet espace marginal est mis au centre de l'action en le transposant sur scène. Or et Hermance peuvent s'approprier cet espace, créer un espace alternatif qu'elles conjurent par le biais de leur récit, comme le fait un conteur, pour revenir au conte. Et même si elles sont en marge de la société, la plateforme que leur offre Césaire leur permet de faire entendre leur voix, ainsi que celle de leur mère et de leur grand-mère, immortalisant cette parole transmise entre les générations et la partageant avec un public plus large. Voilà, donc pour conclure, je viens de faire une introduction rapide des œuvres et de l'écriture dramatique d'Ina Césaire. Mais il y aurait encore beaucoup à dire, mais le temps nous est compté. Nous avons donc vu comment son travail
ethnologique et dramatique se rencontrent dans l'adaptation variée et originale du conte dans ses œuvres. On a abordé la polyphonie, la multiplicité des voix, notamment féminines, que Césaire fait entendre dans ses pièces. Et enfin, nous nous sommes penchés sur les différents traitements du personnage féminin. L'œuvre d'Inès Césaire est foisonnante et plurielle, comme le monde antillais dont elle s'inspire. Et à travers sa carrière d'écrivaine, elle a réussi à se créer un espace alternatif d'expression, à forger une écriture dramatique féminine qui se perpétue d'ailleurs dans le travail des générations qui suivent et qui abordent et approfondissent les explorations thématiques et scénographiques de leurs aïeuls. On peut citer d'Amélie Francis, Gaëlle Octavia, Françoise Do, Alexandra Deguise, pour en citer qu'une poignée. Publiée, lue, jouée à travers le monde et dans différentes langues, Inès Césaire demeure une figure incontournable du théâtre antillais. Elle a fait découvrir et redécouvrir des personnages emblématiques auxquels peuvent être appliquées cette phrase issue de la préface de Mémoire d'île. Ces vies banales en apparence, géométriquement ambiguës, jusqu'à la fois parallèles et divergentes, douloureuses et riantes, sont révélatrices de personnalités authentiques, profondément féminines et profondément antillaises, et de tout un arrière-monde culturel et symbolique. Je vous remercie.